Voici la carte militaire de l'Ukraine au 13 avril 2026 et comme d'habitude, on va parler des frappes générales et on va commencer avec les frappes ukrainiennes qui ont envoyé énormément de drones sur Bryansk, mais principalement sur des résidences privées, comme d'habitude dans toute cette région-là, que ce soit Bryansk, Kursk ou Belgorod ici, c'est invariablement des civils qui sont touchés, des résidences civiles qui sont touchées. Il n'y a jamais de cibles militaires depuis le début de la guerre qui ont été frappées dans toutes ces régions-là. C'est pareil sur Volgograd, hein, des drones qui ont frappé des résidences privées. Par contre, là, en Crimée, sur Féodosia, les frappes de drones ont frappé des infrastructures énergétiques russes, hein, bien sûr, et pareil sur le port de Novorossiysk, c'était pour frapper des infrastructures énergétiques et en particulier pour Novorossiysk, des infrastructures pétrolières. Toujours concernant les frappes ukrainiennes, là, ils ont frappé Nova Kabrovka ici. Alors là, par contre, ils ont frappé un site militaire. Paraît-il qu'il y avait des militaires russes qui étaient stationnés là. Cela dit, il n'y aurait eu aucun mort ni aucun blessé, d'après ce que les Russes disent. Alors maintenant, est-ce vrai, est-ce faux? En tous les cas, la caserne qui aurait été frappée ici, si j'ai bien compris, n'abritait personne à ce moment-là, puisque les troupes étaient en patrouille. Mais bon, encore une fois, c'est ce que disent les Russes. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas. Alors maintenant, côté russe, les Russes ont frappé Odessa, particulièrement des infrastructures énergétiques. Et alors évidemment, toute l'Ukraine a été visée concernant les infrastructures énergétiques. Mais là où j'ai mis des épingles rouges, c'est là où les frappes ont été particulièrement fortes. Donc Odessa, disais-je, mais aussi Dnipro, Poltava, Soumy et Tchernigov ont été particulièrement touchés. Je le répète encore une fois, évidemment c'est toute l'Ukraine qui est touchée, mais c'est là où les frappes ont été les plus fortes. Alors toujours dans un cadre général, vous voyez que j'ai marqué en gros engrais et gasoil, parce que suite au conflit avec l'Iran, cela percute de plein fouet l'Ukraine qui a des problèmes d'approvisionnement d'engrais et de gasoil, mais aussi une envolée des prix qui devient vraiment problématique pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, on va regarder un petit article là-dessus. En rapport avec cela, on peut lire ici dans cet article, après des années de guerre avec la Russie, les fermiers ukrainiens sont frappés par le conflit en Iran. Alors effectivement, là on peut lire, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les agriculteurs ukrainiens sont confrontés à une hausse des prix des carburants et des engrais selon Reuters. Le potentiel agricole de l'Ukraine a diminué de 15 à 20% cette année et pourrait chuter de 40% si le conflit en Iran se poursuit. Les agriculteurs russes bénéficient d'un accès à des carburants et des engrais bon marché produits localement que les Ukrainiens sont contraints d'importer. Note du traducteur, jusqu'au coup d'État de 2014, l'Ukraine avait un accès privilégié au marché russe et aux matières premières russes bon marché. Cette situation pourrait permettre à la Russie de s'accaparer la part du marché agricole mondial actuellement détenu par l'Ukraine, affirme la publication, donc affirme Reuters. Par ailleurs, en 2025, les exportations agricoles représentaient la moitié des recettes d'exportation de l'Ukraine, plus de 22 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est très intéressant et ce qui se passe en Iran a des répercussions directes pour l'Ukraine. Alors aussi, j'aimerais souligner un fait qu'on a un peu oublié ces derniers temps, c'est-à-dire les problèmes de recrutement de soldats en Ukraine. Évidemment, il y a de moins en moins de soldats et on va voir que cela devient vraiment catastrophique en Ukraine. Bon, certes, ça fait des mois que je vous dis que c'est catastrophique, mais il y a des degrés dans le catastrophisme et on ne cesse d'aller vers un catastrophisme de plus en plus grand. Et j'en veux pour preuve ces quelques éléments que j'ai pu trouver sur X. Concernant les problèmes de mobilisation croissants en Ukraine,
On a Ukraine Leaks qui nous dit, suite à la levée de l'interdiction de voyager pour les hommes de moins de 23 ans, jusqu'à 400 000 hommes de cette classe d'âge pourraient avoir quitté l'Ukraine, a reconnu le ministre ukrainien des Affaires sociales, Denis Lyulkin. C'est environ 40% des jeunes hommes de la classe d'âge concernée. Cela en dit long sur les perspectives d'avenir du pays. Et oui, tout ça est absolument catastrophique puisque évidemment on n'en parle pas dans les médias, mais cette histoire de manque de soldats, donc de manque d'hommes, est de plus en plus aiguë en Ukraine et ne cesse d'augmenter, ce qui oblige le gouvernement ukrainien à être de plus en plus dur vis-à-vis de sa population mâle, bien évidemment. Alors toujours concernant la mobilisation, on a Kirilo Boudanov a déclaré que la mobilisation assortie de mesures coercitives se poursuivra tant que la guerre durera. Il a souligné que, faute de participation volontaire suffisante, les autorités sont contraintes de recourir à la conscription obligatoire. Et oui, effectivement, c'est de plus en plus sévère, il y a de plus en plus de kidnapping. Et j'ai vu sur X, sur un compte ukrainien, où des soldats policiers, entre guillemets, ukrainiens, faisaient le tour des pâtés de maison pour aller chercher des hommes en âge de se battre. Maintenant, n'hésite pas à passer outre la loi qui normalement permettait aux hommes seuls ayant des enfants à charge d'éviter la conscription obligatoire. Et bien même les hommes seuls avec un ou plusieurs enfants maintenant doivent être recherchés pour aller se battre sur le front. Donc on voit que toutes les lignes rouges concernant la conscription pour aller se battre sur le front commencent à sauter une par une le temps passant. Évidemment, c'est extrêmement inquiétant. Parce que là, le coût d'un père de famille seul élevant plusieurs enfants ou même un seul enfant qui s'en vont, qu'est-ce qu'on va faire des enfants restants? Voilà, alors évidemment, cela hurle à la Rada, puisqu'il y a quand même des députés à la Rada qui ne sont pas d'accord avec cela, mais en attendant, le SBU, dont le chef Kirilo Boudanov est tout puissant, a décidé comme ça et rien ne pourra les en empêcher. Allez, maintenant parlons du front en lui-même. Alors sur Kherson, il ne s'est rien passé. Sur Zaporojia, eh bien là, on a les Russes qui sont en train de nettoyer les incursions ukrainiennes qui étaient faibles mais assez nombreuses ici. Donc près du pont qui mène au sud de la ville de Zaporojia. Donc là, les Russes font un nettoyage mais ils n'avancent pas. Alors la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait 3 gros assauts russes. Eh bien, les 3 gros assauts russes ont été confrontés à 3 gros assauts ukrainiens. Comme vous le savez ici, il y a la forteresse d'Orerov. Je l'ai nommée numéro 1 depuis plein de mois parce que c'est l'endroit le plus fortifié d'Ukraine côté ukrainien. Et les Ukrainiens n'allaient pas se laisser faire. Donc ces gros assauts russes ont été très freinés par ces gros assauts ukrainiens. C'est ici qu'il y a les meilleures unités ukrainiennes et c'est ici qu'il y a le plus grand nombre de militaires ukrainiens. On va voir le second endroit là où ça bataille le plus parce que oui, étonnamment, il y a un autre endroit où les batailles sont encore plus intenses qu'ici. Là, c'est surtout le nombre. Comme c'est sur une très très grande surface, un très grand territoire, bon, c'est surtout moult et moult petits assauts qui vont de part et d'autre, mais c'est surtout par le volume ici et la surface du territoire. On va voir plus tard là où les combats sont les plus intenses. Alors les Russes ont réussi à avancer un petit peu quand même, mais très peu. En pointillé, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc en tous les cas, ça bataille fort ici. Là, dans la zone de l'oblast de Dnipropetrovsk, alors c'est entouré de verre, c'est exactement comme ici. Donc quand c'est entouré de verre, c'est les Russes qui font du nettoyage. Les Russes ont consolidé, les assauts ukrainiens sont toujours présents dans l'oblast de Dnipropetrovsk, mais ils sont de moins en moins forts.
Alors ici, vous pouvez voir par rapport aux lignes de la semaine dernière, les Russes sont, semble-t-il, beaucoup avancés, mais en réalité, c'est moi, la semaine dernière, qui n'avais pas bien mis la ligne de front. Donc la ligne de front était beaucoup plus à l'avantage des Russes, donc j'étais un peu en retard sur la ligne de front. Cela dit, les Russes ont quand même avancé ici. Donc Nova Pavlivka, les Russes sont en train de prendre cette ville qui est très importante, vraiment très importante, et qui mènera vers ce nœud logistique de Mesova ici, donc un nœud logistique très important. Vous voyez les grandes routes font une croisée des chemins ici. Quand les Russes auront pris cette grande ville, eh bien évidemment ils prendront celle-ci, ça va de soi. Sur Pakrovsk, et voilà, et là on est dans l'endroit qui bataille le plus. Alors ici j'ai mis un symbole parce que il y a une semaine, les Ukrainiens ont fait un gros assaut de véhicules blindés avec chars, Abrams, etc. Donc vraiment un gros assaut blindé, ça a été une véritable catastrophe puisqu'évidemment ils ont emprunté la grande route pour se diriger vers Pakrovsk. Donc ils étaient en file indienne, ils se sont fait massacrer. C'est pour ça que j'ai mis ce symbole, on va dire, historique, pour se souvenir que les Ukrainiens ont subi de grosses pertes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Ukrainiens? Eh bien les forces armées qu'ils avaient ici, au lieu de prendre la grande route, ils ont décidé de prendre les saillants russes ici. Donc là, sur Glychynier, ça bataille énormément. Alors c'est pour ça que j'ai carrément entouré d'un rond bleu. C'est exceptionnel, ça veut dire que la bataille est très 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 forte ici, très très intense. Donc un assaut vers le nord ici, un assaut venant de l'ouest ici sur Glychynier, ukrainien, qui essaye de reprendre cette ville qui est vraiment très très importante pour eux. Alors évidemment, le but ultime, c'est de reprendre Paklovsk, ils n'y arriveront jamais, bien entendu. Et aussi sur le nord, c'est pareil, là les Russes ont fait vraiment une avancée vers Shevchenko. Ici, les Russes ont fait une avancée par rapport à la semaine dernière. Vous voyez les lignes de la semaine dernière. Ils ont fait une avancée très puissante, mais ils bataillent énormément avec ces deux assauts au sud et au nord de ce saillant russe. Alors c'est pour ça que j'ai mis un warning ici, c'est pour dire que dans toute cette zone, ça bataille énormément. Les Ukrainiens jettent vraiment toutes leurs forces ici. C'est beaucoup plus intense que dans la région d'Orirov. C'est beaucoup plus intense comme bataille. Donc on va voir ce qu'il se passe. En tous les cas, les Ukrainiens en ont encore sous le coude. Parce que même s'ils sont fait massacrer ici à cause de cette longue colonne blindée qui était ridicule d'un point de vue stratégique, et bien là on a l'impression qu'ils jettent tout ce qu'ils ont sur les Russes, même si les Russes quand même arrivent à avancer, les Ukrainiens veulent absolument les arrêter. Donc on peut voir vraiment, c'est criant sur la ligne de front, on peut voir que c'est la zone d'Orerov et la zone de Paklovsk qui bataille le plus sur la ligne de front, même plus que sur Krasny Liman, ou aussi appelé Liman. Sur Konstantinivka, il n'y a rien vraiment qu'à changer. Ça bataille fortement ici, mais beaucoup moins par rapport à ici. Alors pourquoi ça bataille beaucoup plus ici? Parce que c'est tout simplement là où les Russes font des assauts. Comme par hasard, là, la semaine dernière, je vous avais mis les 3 gros assauts russes ici. Et bien évidemment, les Ukrainiens sont là. Là, je vous ai montré un gros assaut russe sur Shevchenko, car ils veulent prendre la ville de Dobropilia ici. Ils veulent faire une avancée pour prendre le chapelet de ville ici, afin de contourner les forces ukrainiennes et de les prendre à revers comme cela, de les contourner comme cela et de les prendre à revers et même sur l'arrière. Donc, alors, comme les Russes font de gros assauts ici, ils sont contrés par les Ukrainiens. Là, il n'y a pas de gros assauts russes, là, ça bataille normalement. Donc, bon, nous verrons bien ici.
Alors là, il ne s'est rien passé. Là, j'aurais cru la semaine dernière que les Russes allaient faire vraiment un assaut côté est sur Slaviansk, mais non, 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 non. Alors je suppose que les Russes, étant donné que ça bataille énormément là, je suppose que les Russes ont pris des garnisons ici pour les envoyer un peu plus au sud. Voilà, bon, c'est ce que je suppose, et ce qui serait bien normal, puisqu'il y a quand même des assauts ukrainiens. Hein. Il y en a eu un énorme ici la semaine dernière, mais n'oublions pas les assauts ukrainiens constants, constants sur Dnipropetrovsk ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc, bon, ben, les Russes, eux, ils ont le temps avec eux. Hein. Ils ne se précipitent pas pour prendre Slaviansk, car selon moi, mais ça n'engage que moi, dans la zone de Donetsk, dans l'oblast de Donetsk, pour moi, c'est Slaviansk qui sera attaqué en premier. Bon, nous verrons bien. Sur Krasny Liman, bah, ça bataille fort, bien évidemment, mais beaucoup moins que les précédentes batailles. Mais en tous les cas, c'est quand même la forteresse numéro 2. Hein, c'est quand même là où il y a beaucoup de puissance ukrainienne, beaucoup de forces ukrainiennes. Donc Krasny Liman résiste, bah, normal, hein, puisque c'est une véritable forteresse. Alors de moins en moins, puisque les Russes nettoient. Alors étonnamment, j'ai appris qu'il y avait des forces ukrainiennes entre Yampolivka et Stavku ici, ou Stavki comme on voudra. Donc j'ai appris qu'il y avait quelques poches ukrainiennes là, qui étaient restées cachées dans les forêts ici. Voilà, donc dans toute cette zone-là, il y aurait quelques poches restantes ukrainiennes qui étaient cachées comme des cellules dormantes, pourrait-on dire. Les Russes les ont trouvées et ils sont en train de nettoyer toute cette zone. Bon, c'est assez étonnant comme information, c'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi des forces ukrainiennes étaient restées cachées dans cette zone-là? Qu'espèrent-ils faire ici? Je ne le comprends pas. Alors évidemment, ils sont qu'une poignée en plus. Hein. Bon, alors peut-être qu'ils avaient peur, hein, ils sont bunkérisés en espérant trouver, je sais pas, hein, une porte de sortie, une opportunité. Malheureusement pour eux, ils ont été trouvés par les Russes. Alors pour le reste du front, sur Kupiansk, il ne s'est rien passé. Là, les Russes continuent le nettoyage dans ce chaudron où les Ukrainiens ne peuvent absolument pas s'en sortir depuis plus d'un an maintenant. Ils sont complètement piégés. Donc, bon, donc là, c'est du nettoyage. Alors évidemment, comme ils n'ont aucune chance, aucun approvisionnement depuis très très longtemps, même s'il est vrai qu'ils étaient bien bunkerisés, qu'il y avait quand même énormément de logistique à l'époque et qu'ils ont mis beaucoup de côté apparemment au niveau provisions et munitions, bah évidemment ça ne peut pas tenir longtemps. Hein. Ils sont complètement entourés et, disais-je, ils ne peuvent pas fuir, et ce depuis quasiment un an. Donc forcément, au bout d'un moment, ils devront se rendre ou être massacrés jusqu'au dernier. Je me doute que c'est plutôt le scénario numéro 2 qui va arriver. Sur le front de Lipsy, Vovchansk, il ne s'est rien passé. Sur les fronts de Soumy, il ne s'est rien passé. Alors, à part que Soumy, entre le front et Soumy, dans cette zone-là, il y a eu utilisation de FAB 1500 et de FAB 3000 pour vraiment détruire les forces ukrainiennes un peu trop persistantes. Donc, si j'en crois ce que je lis sur Slaviangrad, d'après ces frappes, bien les forces russes vraiment se donnent tous les moyens nécessaires pour aller jusqu'à Soumy. Hein, là, ils n'hésitent pas à utiliser des bombes planantes ultra puissantes. Voilà, et sur le reste du front, là, c'est les tout petits fronts, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'avancée russe notable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 13 avril 2026. Si cela vous a plu, un petit pouce, un abonnement, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et si vous appréciez particulièrement mon travail, un petit don, lien dans la description. Merci à tous et toujours, soyez curieux.